stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver pour parler et revenir sur ce Lazio Inter qui s'est terminé la veille sur ce lundi 16 décembre, qui s'est terminé sur le score éclatant de 6-0 pour les Nerazzurri. Et on va y revenir aujourd'hui avec évidemment d'autres sujets comme vous en avez l'habitude, avec mon invité du jour, Cédric Canale, que vous connaissez très bien avec le podcast Canale Inter. Comment ça va, Cédric? Salut Karim, salut à tous. Ben, écoute, ça va plutôt bien. Tranquillement, de retour de Rome et de cette belle victoire. Donc la semaine s'est bien lancée, on va dire. Avec Cédric, comme on en parlait un peu en off, un horaire plutôt inhabituel depuis quelques semaines, quelques mois pour les Nerazzurri et pour nous supporters de l'Inter, un match le lundi soir. Après, match le lundi soir, moi j'ai plutôt un bon souvenir. Le 22 avril, par exemple, c'était plutôt sympa. Donc voilà, il y avait eu le titre et la deuxième étoile pour l'Inter contre l'AC Milan. C'était moins important ce lundi soir, mais ça réussit plutôt bien l'Inter de jouer le lundi soir. Donc si la Lega veut continuer, on prend avec plaisir. On va voir, bah, de toute façon, on rejouera le lundi soir comme la semaine prochaine, donc on verra si, on espère en tout cas un résultat similaire contre le promu en Serie A. On va donner quand même le programme à nos auditeurs. Alors, on va commencer bien évidemment pour ce podcast pour revenir sur le 6-0 que l'Inter a infligé à la Lazio. On reviendra globalement sur le match et évidemment quels individuels passeront au scanner. Et dans la deuxième partie du podcast, on parlera du coup de l'aspect un peu plus financier de l'Inter parce que maintenant il y a un petit peu plus d'un mois et demi le bilan comptable, le bilan financier plutôt des Nerazzurri est sorti et on va essayer de revenir sans spécialement dans les détails, mais on va essayer de s'intéresser à deux trois chiffres qui seront plutôt intéressants, notamment pour le mercato de l'Inter, mercato été 2025, qui peut-être nous promet quelques surprises et quelques nouveautés. On va commencer du coup tout de suite, Cédric, avec ce match, comme on l'a dit, contre la Lazio, victoire 6-0, 6 buteurs différents. Hakan Çalhanoğlu a ouvert le bal donc avec son penalty à la 41e. Di Marco a suivi juste avant la mi-temps avec son but à la 45e. Barella avec un golasso continue à la 51e. Dumfries poursuit à la 53e et Carlos Augusto et Marcus Thuram terminent le bal avec les 5 et 6e buts contre la Lazio. Déjà, Cédric, il faut revenir peut-être un peu sur les 30-35 premières minutes où l'Inter, on va dire, est un peu ballotté, un peu en difficulté pour ressortir le ballon avec la très bonne équipe de notre ami Baroni, ex-coach de l'Hellas Vérone, qui a mis en difficulté les Nerazzurri. Et c'est vrai que le score, ça se reflète pas, mais pour ceux qui ont vu le match depuis le début, Cédric, on a senti une Inter un peu plus en difficulté, un peu dans la continuité de ce qu'on a vu en Allemagne il y a quelques jours. En difficulté, je ne sais pas. C'est vrai que la Lazio, sur une demi-heure, a une opportunité. Je pense que c'est Noslin, il me semble de mémoire, qui la met au-dessus, qui se trouve seul dans la surface. Après, pour le reste, la Lazio, c'est vrai, a mis beaucoup d'intensité, a mis beaucoup de rythme, a joué très offensif, avec Tavares qui allait très haut, qui rentre dans le terrain. Et donc, selon moi, l'Inter a préparé le match de cette façon, de se douter que la Lazio allait être offensive d'entrée et a accepté de laisser en fait la Lazio se défouler en quelque sorte et a su frapper au bon moment. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de réussite parce qu'il y a la blessure de Gila qui est un tournant du match, parce que Gigot entre à sa place et provoque le penalty. Donc c'est vrai que l'Inter a aussi eu de la réussite. Et en première période, avec ces tournants du match, puis en seconde période où chaque tir, ça faisait but. Mais voilà, je ne pense pas que l'Inter ait été vraiment bien en difficulté. Et j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai ressenti au stade, c'est que l'Inter était vraiment dans le match qu'elle voulait faire. C'est-à-dire attendre et puis agir de cette façon dès que la Lazio allait être un petit peu plus fatiguée et laisser des espaces.
Mm. C'est vrai que il y a eu cette équipe de l'Inter qui a été quand même plus acculée sur son camp au début. Et puis tu en parlais justement avec l'entrée de Gigot qui est sur la photo de famille du penalty et qui d'ailleurs sort à la mi-temps pour Maruzic. Et aussi ce replacement de Maruzic en défense centrale a, je pense, aussi facilité les affaires de l'Inter parce que on a clairement senti, notamment sur le but de Carlos Augusto et sur le but de Thuram, que c'était vraiment pas un défenseur central dans l'âme, l'ami Maruzic. Mais pour revenir aussi sur la partie Inter, Cédric, et justement, au fur et à mesure, ça va nous amener au débat sur les individualités. Toutes les occasions que l'Inter n'a pas mis dans les précédents matchs depuis le début de la saison, on a l'impression qu'elles se sont toutes regroupées maintenant. 7 tirs cadrés pour 6 buts marqués, en sachant que voilà, un des tirs cadrés a été le but de Vrij qui a été refusé du coup pour une faute de Lautaro qui à la fin s'est transformée sur cette Manchego qui a donné le penalty pour Çalhanoğlu. Donc réussite maximale pour l'Inter. C'était pas arrivé quand même depuis un bon petit moment, Cédric. Oui, ben, Vérone, c'était un petit peu la même chose, parce que, avec le succès 5-0 validé en première période. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs. C'est vrai que plutôt qu'en mettre 5 à Vérone et 6 à la Lazio, ça aurait été mieux d'en mettre 5 à la Juve et 2 au Napoli. Ça aurait été comptablement plus intéressant, parce que lors de ces deux matchs-là, surtout contre la Juve, l'Inter a eu beaucoup d'opportunités et les a gâchés, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est intéressant de retrouver cette efficacité, parce que normalement ce match doit se terminer à 2 ou 3-0, on va dire, voilà, c'est ce que ça vaut. La Lazio, même si elle a craqué sur la fin du match, ne mérite pas d'en prendre 6, très clairement, comme tu le disais, sur 7 tirs cadrés. Voilà, c'est un petit peu anormal ce qui s'est passé. L'Inter en a profité, c'est bien pour le goal average, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour la confiance de nombreux joueurs, puisqu'il y a 6 buteurs différents. Et donc, tout ça sont des bonnes choses. Il a manqué le petit but de Lautaro, qui aurait pu lui faire du bien aussi, parce qu'il court un petit peu après les buts en ce début de saison. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, tout a été vraiment positif dans cette rencontre-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à part le dernier but donc, de Thuram, qui arrive en toute fin de match, sur les 5 premiers buts, il y a 10 buts, 10 passes décisives des deux attaquants, parce qu'en fait, ils étaient beaucoup dans le cœur du jeu, à décrocher. Ils ont laissé beaucoup d'espace au milieu de terrain, aux pistons, aux défenseurs, parce que même Carlos Augusto marque dans une position d'attaquant. Donc, c'est surtout ces mouvements-là qui se confirment semaine après semaine et qui créent des vraies difficultés pour les adversaires. Oui, notamment, on en parlait, enfin, on peut en parler aussi sur les buts donc de Jim Marco et de Dumfries, ou notamment sur la construction de jeu. On a senti une Inter beaucoup plus à l'aise d'ailleurs dans ces momentum-là, avec une Inter qui a pu développer son jeu de manière plus habituelle. Et comme tu l'as souligné, et ça c'est mine de rien, une chose que j'aimerais bien aborder dans ce podcast parce que je sais pas si on sera en accord sur ça, sur le fait que avant le but des offensifs ne soit impliqué carrément sur les buts. Alors techniquement, on peut dire que Lautaro est présent dans l'action du but de Di Marco, mais à la passe décisive ou au but, on n'a que Marcus Thuram qui apparaît fiche de stats. Est-ce que pour toi c'est problématique ça, Cédric, que sur un 6-0 contre la Lazio, il n'y a qu'un seul des deux buteurs qui apparaît sur cette fiche de stats, et en plus le dernier but à la 90e, et entre guillemets encore un petit peu plus problématique, c'est que ton attaquant phare, le plus gros salaire de ton club et ton capitaine, lui, même s'il y a eu quelques flashs de bons moments, on va dire, dans le match, même si on est encore loin de Lautaro de la saison dernière, bah, lui est toujours en difficulté, en tout cas statistique pour le moment. Il y a deux choses. Le fait que Lautaro n'ait ni marqué ni fait de passe décisive ce lundi soir et que Thuram marque le 6e but, pour moi, ce n'est pas un problème dans le sens où c'est mieux que le danger vienne de partout. Il y a eu 14 buteurs différents en Serie A cette saison. Du côté de l'Inter, c'est quand même un chiffre très important, puisqu'on est seulement à la 16e journée, 15 matchs joués par l'Inter. Donc c'est quand même une statistique assez impressionnante et intéressante, puisque
Parfois, la saison passée, ça pouvait arriver qu'on se dise, si Lautaro n'est pas en forme, ça va parfois être compliqué peut-être de marquer. Est-ce que Thuram va répondre? Est-ce que Barella, sur la première partie de saison l'an dernier, était assez discret offensivement? Mkhitaryan, on sait qu'il marque peu depuis 2 ans, donc on se posait des questions. Et là, on voit que, encore plus que la saison passée, ça vient des pistons, ça vient des Blachetti, ça vient des milieux de terrain, et ça vient des remplaçants qui sont aussi efficaces. Donc là-dessus, pour moi, ce n'est pas un problème qu'hier soir, avant le but de Thuram, les attaquants ne soient pas sur les buts. Après, il y a le dossier Lautaro, c'est autre chose. Depuis 2-3 matchs, je le trouve rassurant d'un point de vue physique. Lautaro Martinez, je le trouve. Il y a un truc assez simple, c'est il a cette façon de contrôler le ballon, de se retourner avec son coup de rein qui est un petit peu sa marque de fabrique. Et depuis le début de la saison, il ne le faisait pas, il n'y arrivait pas. À chaque fois, il était pris par les défenseurs. Et depuis 2-3 matchs, de nouveau, il arrive à faire cette chose-là qui demande à ce qu'il soit bien sûr en forme physiquement, parce que c'est vraiment il doit vraiment gicler sur quelques mètres. Donc je trouve qu'il est mieux, il est plus fit. Après, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire d'être au bon endroit au bon moment. Ça, je pense que ça va venir, c'est pas un problème. C'est vrai qu'il semblerait que Simone Inzaghi insiste à le faire jouer le plus possible, parfois jusqu'à la fin des matchs pour espérer le voir se débloquer. Mais voilà, moi j'étais plus inquiet il y a 2-3 semaines où je me disais, mais est-ce que Lautaro va réussir à retrouver une condition et physique et mentale avec des matchs tous les 3 jours? J'ai l'impression que c'est en train de revenir. Et comme il a autour de lui des joueurs justement qui marquent, qui font des passes décisives et qui permettent à l'équipe de gagner tout de même, du coup il a un petit peu moins de pression et ça lui permet de revenir aussi un petit peu plus tranquillement. Mais d'ailleurs, sur l'aspect Lautaro, c'est intéressant pour continuer et faire un peu la transition sur les individualités. C'est vrai qu'il quand même il semble un petit peu mieux depuis quelques matchs. Maintenant, sans être entre guillemets l'élève d'Antonio Pintus sur la condition physique. Maintenant, moi, j'étais plus généralement de l'avis enfin, de base qu'il n'aillait pas sur la sélection du mois de novembre, quand il était sélectionné. Bon, évidemment, c'était impossible, il n'avait pas refusé la sélection. Mais ce qui aurait été le top, je pense, c'est qu'il n'aille pas en novembre et qu'il se requinque sur ces 2 semaines où il ne serait pas allé en Argentine, parce que je pense que le faire enchaîner, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions pour qu'il puisse retrouver cette condition physique, parce que, enfin, en tout cas, lui faire enchaîner des matchs comme ça de haute intensité et surtout de le garder sur le terrain 90 minutes longtemps. Là, pour le moment, c'est vrai qu'il semble un peu mieux physiquement, même si il y a 2-3 contrôles assez lourds, assez maladroits techniquement, et aussi sur certaines transitions, je le sens quand même un peu plus. Alors, Lautaro, ça n'a jamais été Mbappé, évidemment, en profondeur et sur la course, mais je le trouve quand même un petit peu plus lent que ce que je me souviens de lui quand même la saison dernière et même sur la Copa América avec l'Argentine. Donc, est-ce qu'il va falloir encore attendre jusqu'au début janvier? Ça, entre guillemets, l'avenir nous le dira. Mais Cédric, est-ce que, alors certes, pour le moment, heureusement, c'est compensé, notamment par Marcus Thuram qui même s'il a eu 2-3 mini trous d'air, mais qui globalement a compensé ce manque de Lautaro et les différents joueurs autour de lui qui ont permis de compenser ça. Mais sans entre guillemets lire l'avenir, Cédric, est-ce que à échéance janvier, notamment pour la Ligue des Champions, on a de fortes chances, on a bon espoir qu'on retrouve le Lautaro, notamment de la saison dernière, plus affûté physiquement, plus clairvoyant aussi dans le jeu, parce que je trouve aussi qu'il a certains choix techniques et même certaines trajectoires d'appel qui sont moins futés, moins fluides, moins sentis que la saison dernière notamment. Mais il faut rappeler que Lautaro est revenu début août, que dès le premier match qu'il a joué parce que Taremi s'est blessé pendant la préparation, donc il n'était pas disponible lors du premier match. Correa, qui était plutôt en instance de départ, Arnautovic, qui avait aussi des problèmes physiques. Du coup, Simone Inzaghi a essayé de le faire jouer dès le premier match. Il s'est blessé, alors qu'il n'était pas pris physiquement. Du coup, il a raté le match contre Lecce. Il est revenu contre l'Atalanta en serrant les dents. Puis ensuite, effectivement, il était en sélection. Il a toujours fait pendant les 3 mois avec à chaque fois 10 jours en sélection. Et c'est vrai que dans l'idéal, ça aurait été bien qu'il puisse sauter l'un de ces 3 rassemblements. Après, c'est un joueur qui est très attaché à sa sélection et je pense que les buts qu'il a marqués en novembre lui ont aussi fait du bien mentalement.
On l'a vu se délivrer, il a mis un très très beau but sur un service de Messi. Et je pense que c'est des choses importantes pour lui. Et que s'il a un retard de préparation physique évident qu'il comble petit à petit, je pense qu'il avait aussi une frustration mentale. On l'a aussi vu assez nerveux par rapport au classement du Ballon d'Or. Il a répondu à un supporter sur Instagram. Voilà, il y avait aussi un certain énervement de sa part d'un point de vue plus psychologique, seulement parce que les buts n'arrivaient pas, parce que suite à la prolongation de contrat, il a eu quelques reproches, parce que 10 millions d'euros par an, plus les primes, c'est un investissement très lourd de la part du club, et à un moment où lui ne marquait plus, forcément il avait des critiques. Donc je pense que tout ça lui a pesé, et que l'Inter, si elle veut aller au bout, que ce soit en championnat, mais aussi aller très loin avec les champions, elle aura besoin d'un Lautaro qui marquera des buts. Parce que certes, l'Inter a mis 40 buts cette saison en championnat, 5 seulement de Lautaro, c'est un chiffre qui casse hallucinant, mais à un moment donné, Lautaro, il faudra qu'il soit présent parce que Thuram ne pourra pas continuer comme ça et parce que derrière, toute compétition confondue, Taremi, c'est un but sur penalty, Arnautovic, c'est un but contre l'Étoile Rouge de Belgrade et Correa, c'est un but. Donc, si tu n'as pas de Thuram et Lautaro au top, derrière, ça peut le néant. Donc, c'est un vrai problème. Taremi, pour l'instant, l'intégration est plutôt ratée. On verra si, dans les prochains matchs, il y aura sa chance en championnat et s'il pourra se débloquer. Mais voilà, oui, l'Inter a besoin d'un Lautaro à un meilleur niveau. Comme je te disais tout à l'heure, j'étais assez inquiet il y a un mois à peu près. Là, je le vois un petit peu mieux. Donc, peut-être qu'on aura la chance, en quelque sorte, d'avoir un Lautaro qui va arriver en pleine forme dans 2-3 semaines, au moment où on en aura le plus besoin, parce qu'il faut rappeler qu'à partir de mi-janvier, il va y avoir un calendrier complètement dantesque, puisque, outre les 2 matchs de Ligue des Champions, à partir de début février, il va y avoir l'AC Milan, 2 fois la Fiorentina, le Napoli, la Juve, et même Bien le joué. 15, la Juve, et même le 15 mars, il y aura encore l'Atalanta, il y aura les 8e de finale de Ligue des Champions, enfin, il va y avoir un moment vraiment très très dur, et là, il faudra un Lautaro vraiment au top niveau. On va quand même continuer sur les individualités, mais on va aller sur le positif, le très positif notamment. On va commencer un peu tout de suite avec en revenant sur la performance. On va prendre les deux pistons un peu combinés dans des dynamiques aussi un peu différentes. On va dire un petit peu. Bon, je sais pas si j'abuse un peu en disant un peu la rédemption pour Dumfries, mais au moins la montée en puissance pour Dumfries en tout cas, et la continuité pour pour Di Marco aussi, Cédric, les deux buteurs sur ce match, d'ailleurs dans des styles propres à eux, hein, les reprises, pas une reprise de volée, mais les reprises première intention plutôt de Di Marco et les têtes de Dumfries, ça commence à être aussi des signatures pour ces deux joueurs. Pour Di Marco, comme on va commencer d'ailleurs avec notre jeune Italien, j'ai vu ça passer du coup, Sport qui lance un peu le débat dans les colonnes de son journal. Est-ce que Di Marco est le meilleur latéral gauche d'Europe? Du coup, Cédric, je te pose la question, est-ce que Federico Di Marco est le meilleur latéral gauche d'Europe? Le meilleur piston, je pense, oui. Latéral, il y a un peu plus de débat parce qu'il a un rôle très offensif à l'Inter, qui est différent de certains joueurs qui jouent dans une défense à 4. Et donc, c'est assez compliqué ce genre de comparaison. Ce qui est sûr, c'est que Federico Di Marco, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, est régulier. C'est surtout ça. Il a trouvé une certaine régularité au niveau technique. On le voit progresser de quasiment mois après mois. Et même lorsqu'il est moins bien physiquement, parce que là encore, ce lundi, il sort avec des crampes vers la 75e, 80e minute. Donc, on sait qu'il a du mal à tenir 90 minutes. Mais même lorsqu'il n'est pas au top physiquement, voilà, techniquement, il est toujours très très fort. La vitesse, l'implication, le don de soi, parce qu'il y a beaucoup de travail aussi invisible qui fait beaucoup de retours défensifs qui parfois sont à vide. Donc là-dessus, il est assez impressionnant. Donc c'est vrai que voilà, meilleur, je ne sais pas, mais il est clairement top 3 si on inclut tout, et latéraux et pistons. Et surtout, c'est une bonne chose de le voir à ce niveau-là, parce qu'il est italien, parce qu'il aime l'Inter, c'est des petites choses en plus, forcément. Et c'est vrai que voilà, c'est l'un des joueurs qui a le plus profité, je pense, du travail de Simone Inzaghi sur les dernières années, puisque lorsque Conte était là, il avait été envoyé en prêt puisqu'il n'y avait pas de place pour lui. Et puis petit à petit, Di Marco s'est fait sa place. Il a aussi profité du départ de Perisic. Et depuis, il est vraiment à un très très haut niveau. Et c'est un joueur surtout qui tactiquement est intéressant, puisqu'on le voit de plus en plus rentrer dans le cœur du jeu,
lui aussi se projeter comme un attaquant, laisser Bastoni prendre le couloir en tant que latéral milieu gauche. Donc il y a toutes ces combinaisons aussi. Et Federico Di Marco se révèle un joueur aussi très intelligent tactiquement. Et je pense que c'est là-dessus aussi où il a beaucoup progressé, où il y a 2 ans, on n'était peut-être pas sûr de pouvoir faire des choses comme ça. Donc là, tu montres les statistiques. C'est vrai qu'il est assez dominant dans son rôle. C'est assez phénoménal quand même cette progression aussi depuis l'AS Vérone. Toi, Cédric, sur Federico Di Marco, c'est quoi peut-être l'aspect de son jeu, la caractéristique qu'il a qui t'impressionne le plus sur les dernières saisons, soit une qualité entre guillemets déjà acquise, qu'il avait une qualité on va dire innée, ou alors une qualité qu'il a travaillé au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu en as une à ressortir en surbrillance? La chose qu'on connaît depuis de nombreuses années, même lorsqu'il était à l'Lazio, même s'il était à Parme aussi, on se souvient de ce but qu'il marque à San Siro sous le maillot de Parme lorsqu'il est prêté au club. Donc oui, la qualité de frappe, son pied gauche est phénoménale, ça, il n'y a pas de doute, il n'y a jamais eu de surprise. La chose où vraiment, je trouve, il a progressé, d'un point de vue technique, ses contrôles, avec ce ballon qui colle au pied, qu'on voit les ouvertures d'un Bastoni, d'un Chanoglu pour lui, des passes de 40 mètres et que le ballon colle vraiment au pied, qu'il arrive à enchaîner tout de suite. Cette vitesse d'exécution qui est vraiment assez impressionnante, cette façon de lire aussi les défenses adverses, où il est devenu très très fort là-dessus, où il sait se faufiler, que ce soit sur le côté ou pour rentrer dans l'axe. Donc c'est vraiment là-dessous où il a progressé. Parce que le pied, il avait, mais c'est pas tout. Sinon, tu fais du football américain en quelque sorte, et tu es juste là pour tirer les corners, les coups francs, et donc c'est pas suffisant. Donc il a vraiment progressé sur plein de choses, et le voir aussi en sélection, avoir passé ce cap-là, c'est bien aussi, parce que voilà, il a atteint le niveau international, et voilà, c'est une des preuves qu'avec du travail, et surtout que certains joueurs ont besoin de plus de temps que d'autres. Tous ne sont pas prêts à 18 ans. Certains ont besoin d'avoir des parcours un peu plus différents, d'aller un peu plus dans la difficulté, de trouver des ressources. C'est ce qu'il a fait. En Suisse, il a eu beaucoup de problèmes, surtout personnels. C'était compliqué pour lui. Et derrière, il a eu cette possibilité-là de malgré tout, de ne pas se perdre, de ne jamais lâcher. Et donc voilà, donc je pense qu'il s'est aussi forgé un mental lors de ces périodes-là, ce qui l'a rendu plus fort et prêt à affronter la concurrence à l'Inter, parce que Perisic puis Gosens, c'est quand même 2 sacrés clients donc il a vraiment mérité sa place, il n'est pas là par défaut. On va s'attarder sur son compère à droite, Denzel Dumfries, qui aussi commence à vraiment monter en puissance de manière sérieuse depuis plusieurs semaines, qui reprend cette place de titulaire en tant que piston droit dans un profil très différent de Di Marco, plus on va dire lui plus à l'aise avec le sans ballon généralement, dans ce profil physique. Il commence aussi à s'améliorer dans sa science défensive, même si tout n'est pas encore parfait. On a pu voir ça malheureusement contre la Juventus, mais là on est vraiment sur une belle montée en puissance qui le néerlandais, j'allais dire l'hollandais sûrement pas. Le néerlandais plutôt qui a prolongé son contrat il y a pas si longtemps aussi, Cédric. Voilà notre ami Denzi qui est aussi dans une vraie bonne dynamique. Tu parles de la prolongation de contrat, je pense que ça joue aussi mentalement, puisque ça a duré quand même, on en parle depuis, je pense, mai dernier à peu près. L'Euro est passé, on se disait c'est fait, ça n'a pas été signé. Pendant l'été, on commençait à se demander si finalement le fait que ça ne prolonge pas, c'était pas lié au mercato, est-ce que l'Angleterre, enfin il y avait toutes ces dynamiques-là qui pesaient un petit peu. Darmian qui avait commencé la saison comme titulaire et qui faisait le job, parce que Darmian c'est un joueur qui est peu spectaculaire mais qui est fiable. On sait que Simone Inzaghi, il aime bien les joueurs aussi qui sont fiables. Lui et Mkhitaryan, Acerbi, Darmian, c'est un petit peu une sorte de colonne vertébrale, une sorte de sécurité pour Simone Inzaghi. C'est que même s'ils ne font pas des exploits, en tout cas, ils feront peu d'erreurs, donc il y a une sorte de tranquillité, une sorte d'équilibre. Et donc c'est vrai que Dumfries a commencé la saison plutôt en difficulté. Là, il revient bien, il y a la prolongation de contrat. Je pense que physiquement, il est mieux aussi, et ça se voit. C'est vrai qu'il est dominant. Ce lundi soir, c'était un vrai test aussi, puisque face à lui, il avait Tavares qui est un petit peu la révélation, en quelque sorte, de ce début de saison, parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Tavares, il est vraiment dominant. Je crois qu'il est le meilleur passeur de Serie A.
Et puis il est très puissant, on l'a encore vu contre l'Ajax jeudi en Europa League, où il fait cette chevauchée, ce troisième but de 50 mètres. Là, enfin, voilà, il est vraiment très très fort. Et on se demandait justement dans ce duel entre ces deux joueurs puissants, quel est le remporter. Et Dumfries a vraiment pris le dessus, et que ce soit physiquement surtout, ce qui est sa grande force. Et donc, c'est vrai que c'est une bonne chose, parce que c'est un joueur qui, balle au pied, fait pas forcément des exploits. Il a plutôt tendance parfois à gâcher des occasions lorsqu'il est lancé sur son côté droit. Mais on sait que quand il est dans la surface, que ce soit avec les frappes, que ce soit de la tête, il fait souvent très très mal. Et donc voilà, c'est une bonne chose de lui aussi de le retrouver. Et là, d'ailleurs, il a donné une interview il y a quelques jours à la Repubblica en Italie, et il parlait de la prolongation de contrat qui était importante, mais aussi du travail de Simone Inzaghi qui lui a fait passer vraiment un cap sur diverses choses. Et c'est vrai que parfois on peut se demander s'il y a une vraie alchimie entre Dumfries et Inzaghi, vu ses choix, et si le joueur lui-même le signale. Je pense qu'il n'était pas obligé de le dire, donc je pense qu'on peut le croire. Et voilà, c'est un joueur qui en ce moment fait partie, je pense, des joueurs les plus intéressants de l'Inter depuis plusieurs matchs. Et là aussi, il faut espérer que ça dure, surtout que Darmian est plutôt appelé à jouer en défense dans les trois de derrière, puisque avec les blessures de Pavard et d'Acerbi, il y a moins de monde au niveau de la ligne de 3 défensive, et donc Darmian se trouve plus comme on en a l'habitude, à un petit peu boucher les trous derrière. Mm. Et d'ailleurs, pour continuer sur Denzel Dumfries, euh, j'avais fait un podcast récemment enfin, sur un débrief de match, et où je crois que c'était notamment la Juve avec Renaud, si je me souviens bien, et Loïc Moreau, où on parlait justement du cas Dumfries. Et moi, sur le moment, et même c'était un avis quand même que moi je continue de garder avec justement ces très bonnes perfs. Sur la saison 2025-2026, Cédric, je disais que pour moi, c'est impossible de se prétendre club de très haut niveau européen qui aspire aux plus grandes ambitions, et de garder et Darmian et Dumfries sur le poste de piston droit pour continuer la prochaine saison. En sachant que Darmian est appelé justement à reculer. Après, il faudra voir un petit peu le micmac défensif, comment ça va se passer cet été, qui de Vrij ou Acerbi va partir, enfin, comment ça va s'organiser, ça sera intéressant de suivre ça. Qu'est-ce que tu en penses toi aussi? Est-ce que voilà, faire une nouvelle saison 2025-2026, après il faudra voir évidemment ce que l'Inter aura fait en championnat et en Ligue des Champions, mais de garder le côté droit avec Darmian et Dumfries sur les deux profils, et je trouvais déjà que je pense que ça serait un peu limite pour les ambitions montantes du côté de l'Inter. Si Dumfries continue de garder ce niveau de compétitivité-là, je pense que l'argumentaire se tient toujours, parce qu'il faut toujours de la concurrence. On l'a vu notamment sur les matchs contre Leverkusen, quand on faisait un peu trop tourner, c'était déjà un peu plus compliqué. Est-ce que quand même ce poste de piston droit, alors c'est pas la priorité parce qu'il y aura quand même des secteurs peut-être plus prioritaires, mais est-ce que quand même ça sera un secteur auquel Marotta et Piero Ausilio devront penser pour cet été? Il y a une inconnue dans cette équation, c'est Buchanan, puisqu'il a été recruté il y a quasiment un an maintenant. Inzaghi ne fait plus jouer piston gauche que piston droit, puisque je pense qu'il il est pas sûr de lui d'un point de vue défensif. Et on l'a vu dans un match récemment où il perd un ballon et ça mène au but. C'est le dernier match à domicile où c'est perte de balle de sa part. Et c'est Darmian qui marque contre son camp en fin de chaîne, mais c'est Buchanan qui se fait subtiliser le ballon de façon un petit peu impardonnable, on va dire. Donc, je ne sais pas, il faudra voir ce que donnera Buchanan cette saison. Si jamais c'est une révélation, je commence à avoir des doutes par rapport à son utilisation et par rapport à ce que demande Simone Inzaghi. Et si jamais il se révèle, et il se révèle à droite, le problème est réglé. On fait Dumfries Buchanan avec Darmian qui repasse dans les trois de derrière, qui est un petit peu le joker à jouer un petit peu partout, et c'est réglé. Si Buchanan ne s'impose pas, ce qui est plutôt la tendance au 17 décembre, peut-être qu'on verra jeudi d'ailleurs contre l'Udinese, il sera sûrement titulaire. Buchanan sera une première possibilité, première titularisation pour lui en Nerazzurro. Peut-être qu'on le verra faire des choses intéressantes. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Repartir sur une saison avec Dumfries et Darmian, ce serait compliqué. Et je ne pense pas que ce serait non plus que ce soit l'idée
prioritaire de l'Inter. Après, il y a le poste de défenseur central à l'axe des trois qui va être après le poste prioritaire, et un attaquant recruté, puisqu'il y aura 2 départs, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc il faudra avoir aussi Octree, il faudra avoir les moyens, il faudra avoir les contraintes au niveau des profils, puisque si c'est pour recruter des jeunes à développer, il y a déjà Buchanan, donc on ne va pas les enchaîner, les jeunes joueurs dans ce poste-là. Si par contre l'Inter a un peu de marge et pour recruter un joueur, moi ça fait 6-7 mois que un petit peu dans tous les podcasts que j'anime ou que je suis invité, que je fais sa publicité, c'est Ndoye qui pour moi dans le jeu d'Inzaghi serait parfait. Il pourrait aussi bien jouer à droite qu'à gauche, et ce qu'il fait en plus à Bologne depuis quelques semaines, où il devient plus buteur, me fait encore plus penser que ce joueur-là sous Inzaghi pourrait devenir vraiment déterminant. D'ailleurs, Ndoye, je valide justement ce choix. C'est vrai que ça permet d'avoir un peu ce côté Dumfries entre guillemets plus latéral, et Ndoye un peu plus aussi piston milieu droit, un peu comme ce qu'était Perisic, qui était de base un ailier pour être reconverti un peu dans ce poste de piston. Dans les options réalistes que j'aimerais bien voir, alors je connais pas spécialement le tarif. Est-ce que ça serait vers les 25-30 millions d'euros possible dans ces tarifs-là? Moi, il y a Van der Son de Monaco qui me plaît pas mal aussi dans cette capacité de jouer à droite. Il a aussi dépanné à gauche notamment. Il a eu sa blessure, mais je trouvais notamment avec Monaco qu'il était plutôt bien revenu. En tout cas, il est bien mieux revenu que Caio Henrique de l'autre côté. Mais voilà, peu importe entre guillemets entre Ndoye et Van der Son, ou ça dépend de qui sera l'autre. Comprend, je pense que oui. Le poste va devenir important, et Buchanan, c'est vrai que autant à gauche, faut voir un peu avec l'alternance avec Carlos Augusto. Est-ce que Carlos Augusto va repasser central parce que Thomas Palacios sera prêté, ou que sais-je, mais je pense que Buchanan, soit il se fait un avenir à gauche, vu qu'il n'a vraiment presque pas le droit de jouer à droite, Cédric, je pense que soit il se fait un avenir en tant que doublure de Federico Di Marco, soit il sera vendu pour une petite somme à l'été 2025. Oui, c'est sûr que voilà, là, il aura passé une saison entière à l'Inter, donc 1 an et demi, même s'il a eu la blessure au milieu, si au bout d'1 an et demi, il ne s'est pas imposé, il y a des chances que soit il soit prêté, soit il soit vendu, parce que ce serait même contre lui de le conserver dans un coin comme ça. En plus, il est pas italien, il rentre pas dans les listes, donc en plus, il est même pas intéressant de ce point de vue-là, donc je pense pas qu'ils insisteraient. Après, Buchanan, il a joué une 20-25 minutes à Vérone. Alors, c'était Vérone, le match était terminé, mais bon, il a aussi 2 dribbles. Et je dois t'avouer que voir un joueur de l'Inter dribbler sur un côté, ça fait des émotions, parce que c'est un truc qui n'arrive jamais. Donc, parce que même Di Marco, il a plein de qualités, mais il ne dribble pas. Donc, Carlos Augusto ne dribble pas, et je pense que son avenir sera effectivement plus dans la défense à 3 derrière, parce qu'on le voit bien plus convaincant lorsqu'il est remplaçant de Bastoni qu'il est remplaçant de Di Marco. Donc, et puis bon, Dumfries et Darmian ne sont pas des joueurs qui dribblent. Donc, Buchanan a ce profil-là. Après, ça ne fait pas tout dans le football, c'est sûr. Mais c'est un profil. Il a le profil, je pense, recherché par l'Inter. C'était le profil de Cuadrado qu'il avait été pris. C'était un piston qui dribble. Cuadrado s'est blessé, a fait une saison quasiment blanche. Et Buchanan, pour l'instant, ne convainc pas. Mais je pense que Inzaghi, le premier, voudrait avoir un piston comme ça pour avoir un profil différent et pour changer les matchs. On va justement passer à cette deuxième partie, la partie un peu plus financière du côté des Nerazzurri, où tu auras la grande majorité de la parole, Cédric, sur ce domaine-là. J'ai mis quelques chiffres déjà pour nos amis auditeurs, enfin plutôt nos spectateurs sur YouTube qui pourront voir ces chiffres. Malheureusement, il faudra le faire à la voix pour nos amis en podcast. Je te laisse, Cédric, sur la partie financière, notamment. On va commencer par le chiffre peut-être qui est souvent le plus attendu pour les supporters, parce que c'est le chiffre qui des fois en dit long. C'est le bilan financier au 30 juin 2024, et l'Inter a terminé ce bilan pour donc la saison 2023-2024 à moins 35 millions d'euros, en sachant que sur le bilan précédent, il était à moins 85 millions d'euros, donc une amélioration de 50 millions d'euros, Cédric, et on n'est pas loin de ce tant recherché et tant voulu solde positif. Oui, c'est ça. Non, mais il faut rappeler que sur les 4 dernières saisons, l'Inter est dans une courbe
Alors toujours en de déficit, mais de mémoire, ça doit faire du 170, moins 170 millions, puis moins 130 millions, puis moins 85 millions, puis moins 35 millions. Donc voilà, il y a eu un gros travail parce que, on va pas refaire l'histoire de l'Inter, mais il y a clairement eu deux choses qui se sont heurtées. Il y avait eu un gros développement de la part de Suning avec beaucoup d'argent mis, avec beaucoup de sponsors asiatiques aussi. Le Covid est arrivé, tout s'est fermé, les sponsors n'ont pas payé, ont laissé beaucoup d'ardoises. Suning n'a plus mis un euro. Steven Zhang a fait ce prêt à Octree pour pouvoir assumer malgré tout le train de vie de l'Inter et payer les dettes qui s'accumulaient au niveau des bilans. Et donc voilà, c'est vrai que l'Inter, lorsqu'on regarde la courbe financière à réduire ce déficit chaque année, tout en ayant ces résultats-là, c'est vrai que c'est assez admirable parce que l'an dernier, c'est moins 35 millions, mais c'est moins 35 millions en vendant Onana et en vendant Brozovic, qui ont été deux grosses plus-values et qui permettent à l'Inter d'avoir un bilan presque à l'équilibre. Il aurait même pu être à l'équilibre aussi, on va y revenir, mais si le secteur commercial travaillait mieux du côté de l'Inter, puisque c'est pour le moment, sur les dernières saisons, ça a quand même été le point faible, puisque un club marche sur deux jambes. Il y a la jambe sportive, et là-dessus, je pense que le duo Inzaghi-Marotta, on peut difficilement leur reprocher des choses. On peut toujours dire oui, Correa ou Arnautovic, ok, mais bon, tout le monde fait des erreurs. Mais très clairement, ce qu'ils font depuis 4 ans est vraiment admirable. D'un point de vue commercial, il y a des vraies marges d'amélioration qui peuvent laisser espérer du coup que l'Inter, sur la saison en cours 2024-2025, arrive à l'équilibre où s'en approche vraiment, puisqu'il y a voilà, il y a, au niveau du sponsor, ça va beaucoup mieux avec Betson qui est arrivé, qui assure 30 millions d'euros, alors que l'an dernier, c'était Paramount avec 11 millions. Et la saison d'avant, c'était zéro, puisque Digital Beats n'a jamais payé. Il y a eu d'autres signatures signées, et donc voilà, de ce point de vue-là, ça va beaucoup mieux. Au niveau du stade aussi, il y a eu une hausse des prix. Il y a eu une petite amélioration des structures de San Siro, légère, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais aussi bien la Milan que l'Inter, ensemble, on rajouté une zone de loge avec voilà, des choses en plus pour aussi augmenter les recettes stade. Donc on voit qu'ils travaillent beaucoup, et Octree d'ailleurs là-dessus a à peu près il y a Antonello, vous connaissez, qui est un petit peu l'alter ego de Marotta, mais au niveau financier. Quasiment toutes les personnes qui sont sous Antonello ont été virées, en fait, et ont été remplacées. Donc, il y a eu, Octree a vraiment changé les choses parce qu'ils se sont rendus compte que l'Inter avait un potentiel plus important, puisque si on regarde ce que font la Juve, mais ce que fait aussi l'AC Milan a une vraie courbe positive au niveau commercial depuis 4 ans, avec un très gros travail de la part d'Eliott, qui a fait un gros travail. Et donc, Octree se sont rendu compte que l'Inter avait ce potentiel-là, et même plus, puisque l'Inter a des meilleurs résultats sportifs, plus loin en Ligue des Champions, c'est la vitrine principale. Et donc, c'est pas normal que l'AC Milan ait dépassé l'Inter dans cette période-là, alors que l'Inter a de meilleurs résultats. Donc, ils sont en train de restructurer tout ça. Et donc, on peut espérer effectivement une augmentation des recettes commerciales, ce qui permettrait d'arriver à l'équilibre financier. Mis à part le stade, est-ce qu'il y a un point sur les revenus commerciaux où tu penses que ça peut être amélioré au fur et à mesure des saisons, un point différent que le stade que l'Inter pourrait accroître pour s'adonner plus de revenus? J'en parlais précédemment sur les contrats commerciaux. L'Inter a pris du retard sur les 2-3 dernières saisons. Il y a eu l'erreur Digital Beats qui a fait mal, ce qui était paradoxal puisque c'est la saison où ils vont en finale de Ligue des Champions. Ils se retrouvent à faire la saison avec un sponsor qui ne payait pas, puis finale la saison sans sponsor. Il était très beau le maillot lors de la demi-finale contre l'AC Milan sans sponsor, comme ça, magnifique. Mais voilà, pour les caisses du club, c'est un peu moins bien. Après la finale avec Paramount qui arrive au dernier moment. Donc voilà, là-dessus, ça a été compliqué. Ça va un petit peu mieux. Je pense qu'on peut encore faire mieux. Comme je le disais, l'Inter a pris du retard, paradoxalement, dans la période où sportivement, ça allait mieux par rapport à la Juve. Même si la Juve, cette saison, n'a pas de sponsor maillot, puisqu'avant, c'était Jeep, qui est un sponsor maison, hein, puisque c'est le groupe Exor Stellantis donc c'était un petit peu d'une poche à l'autre. Ça reste dans la famille. Mais voilà, je pense que là-dessus, il y a des améliorations. Après, sur le stade, le problème, c'est que
tu peux un petit peu améliorer ce qui a été fait cette saison. Tu augmentes de 20 à 30% le prix des abonnements, tu augmentes de 20 à 30% le prix des places, donc tu augmentes les revenus, ok. Mais San Siro, tu ne peux pas faire mieux. J'ai dit avant, ils ont fait 2-3 petites choses avec l'AC Milan au niveau de la réception, quelques loges en plus. Mais ça, tu peux pas, tu as un plafond de verre au niveau de San Siro actuel et tu ne pourras pas dépasser les 80-85 millions d'euros sur les grosses saisons de recettes au stade. Donc actuellement, les deux clubs sont en discussion pour racheter San Siro. Bon, c'est 200 millions d'euros à deux, donc c'est un vrai investissement. San Siro et la zone autour, et s'ils rachètent San Siro et la zone autour, ça veut dire construire ça dans un nouveau stade ensemble, à côté de l'actuel San Siro, et une fois que le stade sera prêt, détruire 75% de San Siro, parce qu'il y a une zone qui est protégée, en faire musée, magasin, restaurant, enfin toutes les choses classiques, bureaux des clubs. Donc voilà, ça c'est un projet, on verra si les deux propriétés américaines resteront, puisque du côté de l'AC Milan aussi, il y a une instabilité au côté de Red Bird et de Jerry Cardinal, on ne sait pas s'il pourra rembourser Elliott ou pas. Donc il y a toutes ces données-là qui sont assez incertaines. Mais pour moi, voilà, le principal axe de développement à moyen, long terme, c'est le stade. Après, sur le reste, même au niveau des recettes commerciales, ça peut être amélioré. Mais on est en Italie, on est en Serie A, et on sait que les sponsors sont beaucoup plus friands maintenant d'aller mettre de l'argent à Tottenham, pour citer un club, plutôt que les mettre à l'Inter ou à l'AC Milan, ce qui peut sembler un petit peu fou et triste. Bon, on en est là, c'est la première ligue est une vitrine. Et la Serie A est désormais très très loin, donc tout passe par la Ligue des Champions pour avoir une visibilité. Pour continuer aussi un peu sur la politique des coûts, c'est notamment évidemment les plus gros coûts pour un club, c'est notamment les salaires, comme vous pouvez voir donc pour les spectateurs qui sont avec nous sur YouTube. En surligné rouge, c'est les contrats qui expirent cet été, et en surligné, on va dire plus beige, c'est les contrats qui expirent la saison d'après. Évidemment, vous avez la deuxième partie qui est ici, mais pour le moment, c'est voilà, plus cette partie-là qui va nous intéresser. On sait, Cédric, il va y avoir un petit peu pas des coupes budgétaires, mais il va falloir quand même réduire cette masse salariale et les coûts aussi que l'Inter a, notamment sur les salaires. Et on a, d'ailleurs, tu as mis c'est 2 plus 1, donc c'est plus 3 ans de contrat, j'aurais dû mettre 2027. On a du coup pas mal de joueurs avec des gros salaires qui expirent bientôt. On pense notamment à Stéphane De Vrij qui a 7 millions bruts, notre meilleur ami qui prépare nos barbecues avec Joaquin Correa à 6 millions 48, et Arnautovic à presque 4 millions d'euros bruts. Et on pourrait ramener en fin de liste Radu qui a 1 million brut. Dans cette liste un peu de gros salaires, notamment avec un Radu qui ne joue plus. Et dans les contrats un peu plus longue durée, on a par exemple un Matteo Darmian à 3 millions 28, un Acerbi à presque 3 millions, un Mkhitaryan aussi qui a 5 millions, et aussi un Taremi qui a un peu plus de 5 millions bruts. Cédric, par rapport à tous ces salaires, on sait que Opti veut rajeunir cet effectif et notamment baisser la masse salariale de l'Inter. Le travail avait déjà été fait un peu auparavant avec notamment le départ, on va dire, plus emblématique de Brozovic et même aussi de Lukaku dans une autre mesure. Est-ce que, bon, je pense qu'il y a des joueurs aussi qui même par consensus, ne devraient pas être renouvelés, mais aussi par rapport à une autre liste, par rapport à des joueurs qui pourraient être vendus aussi pour ce bénéfice-là, pour redynamiser cette formation de l'Inter. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont absolument à sortir en 2025, des joueurs ou conseillés, entre guillemets, qu'il faudrait sortir si une belle offre arrive? Comment tu penses que Octree va driver un peu ce mercato d'été pour le moment sur le côté des départs? C'est vrai que le prochain été sera le vrai test, on va dire, pour Octree, puisque ils sont arrivés en douceur. Ils ont accepté la prolongation de Lautaro qui était un petit peu hors des limites jusqu'ici, puisque le salaire maximal de l'Inter depuis 2-3 saisons, c'était 6,5 millions. Ça ne les dépassait pas. Et Çalhanoğlu et Barella, qu'ils ont prolongé, ils ont été mis à ce niveau-là. Et Lautaro Martinez, c'est arrivé sur du 9-10 millions d'euros, plus des primes.
Donc, c'est comme il n'a jamais profité du décret croissance, alors que Martinez, c'est les charges pleines. Donc, ça pèse énormément. Donc, ils ne se sont pas opposés à cette prolongation, comme ils ne se sont pas opposés à celle de Simone Inzaghi. Pour l'instant, Octree, on va dire, c'était assez indolore. On va voir l'été prochain. Je ne pense pas qu'il demande à Marotta de baisser le coût d'équipe, puisque ce qui est important, ce n'est pas la masse salariale, c'est la masse salariale plus les amortissements. Voilà, lorsqu'un joueur signe, que ce soit avec un transfert, s'il a acheté 10, 20, 30 millions d'euros ou prime à la signature, ensuite, cette somme-là, en fait, elle est divisée par le nombre d'années de contrat. Si un joueur signe 5 ans et qu'il signe pour 20 millions d'euros, il faut diviser par 5, et donc tu mets 4 millions par an d'amortissement auquel tu ajoutes le salaire annuel brut. Il semblerait qu'Octree soit intéressé pour baisser la masse salariale, mais augmenter les investissements, sans aller sur des joueurs à 50, 60 millions d'euros, bien sûr, mais des joueurs à 15 millions d'euros. Après, il ne faudrait pas que ça fasse comme l'AC Milan, qui est devenu spécialiste d'un côté des joueurs, justement, à 15 millions d'euros, mais ils ne font que ça. Et recruter un Emerson Royal, je ne pense pas que ce soit la solution pour revenir au débat qu'on avait avant sur le poste de piston droit. Si tu veux chercher des joueurs de ce niveau-là, clairement, autant rester avec Darmian et Dumfries. Donc, il faudra voir ce que voudra faire Octree. Mais beaucoup d'espace va se libérer, puisque, par exemple, Correa et Arnautovic ensemble, si tu fais salaire plus les amortissements, tu as, je crois, de mémoire, c'est 16-17 millions d'euros au bilan qui se libère. Il y a un nom qui est beaucoup évoqué. Il semblerait que l'Inter soit sérieux sur le dossier, c'est Jonathan David. Jonathan David, si tu lui fais un salaire à 6 millions d'euros net par an, ça veut dire brut, tu es sur le 11 millions. Une prime à la signature de 10 millions sur 5 ans, pardon, ça veut dire 2 ans d'amortissement en plus, tu arrives sur 13 millions d'euros, donc ça veut dire que si tu fais partir Correa, Arnautovic, tu prends Jonathan David, au bilan, tu es même bénéficiaire de 3 millions d'euros. Et au niveau sportif, logiquement, tu fais vraiment un saut en avant. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qui seront à arbitrer du côté d'Octree. J'espère qu'Octree ne s'opposerait pas à ce genre de recrue, puisque c'est un joueur qui en plus est assez jeune encore, qui a un vrai potentiel. Donc voilà, on verra ce que voudra Octree. Après, je ne pense pas qu'il soit suicidaire. Ils savent qu'au niveau sportif, ça marche. Ils doivent améliorer au niveau commercial pour justement arriver à l'équilibre. Mais que s'ils développent au niveau commercial les recettes et qu'au niveau du coût d'équipe, ils restent dans ce qui est actuellement, ou baisse de quelques millions, mais vraiment quasiment indolore, il y a la possibilité pour l'Inter de rester à cette compétitivité-là. Donc voilà, on verra. Mais effectivement, il y aura beaucoup de départs. Je pense que comme il y a 2 ans, il faut se rappeler, donc il y a 2 étés, il y a eu beaucoup de départs, je crois 11 ou 12 de mémoire. Il y a eu un gros renouvellement de l'effectif. Je pense que ce ne sera peut-être pas dans cette ampleur-là, mais je pense que 6-7 départs à minima, ça auront lieu l'été prochain. Et le plus important sera notamment de choisir entre De Vrij et Acerbi, puisque Acerbi a eu la prolongation automatique jusqu'en 2026, mais il y a une clause pour l'Inter pour le libérer en fin de saison. De Vrij, de son côté, l'Inter a une clause, il ne l'a pas encore exercée, ce qui montre bien que les dirigeants semblent se diriger vers en garder un et recruter un joueur. C'est vrai que jusqu'à il y a quelques semaines, on pensait qu'Acerbi, ça allait être comme ça, vu qu'Acerbi a des gros problèmes physiques, il a déjà raté 10 matchs cette saison, et que De Vrij, depuis 1 mois et demi, est peut-être le meilleur défenseur de l'Inter, et surtout n'a plus de problèmes physiques. Donc je pense que le match entre eux est réouvert, et finalement, il pourrait y avoir un changement de stratégie et de miser sur De Vrij, qui certes a un plus gros salaire, mais si Acerbi confirme ses problèmes physiques et qu'à 36 ans, bientôt 37, il n'est plus fiable, ce serait un choix qui sera assez logique. Par rapport à Octree, c'est vrai que ça leur pose pas peut-être des soucis de retourner sur l'investissement, évidemment sans qu'il soit trop massif, mais par exemple, il y a toujours ces opportunités, parce que Cédric, dans le marché, on va dire, depuis 2020, ça s'est quand même accéléré, je trouve, même si ça existait avant ça, que des joueurs de moins de 25 ans soient de plus en plus souvent libres. À l'exemple, tu le citais notamment Jonathan David, qui serait un très beau coup côté Inter, malgré, je pense, un beau salaire qu'il aurait, mais on se ferait l'économie du transfert. Sur les postes là qui vont être renforcés, on parlait notamment du poste de piston droit et on a évoqué 2 pistes. Sur le poste d'attaquant, et il y a aussi ce poste de libéraux.
Quel nom, toi, Cédric, tu as en tête pour ces deux postes? Si on enlève, on va dire, la piste Jonathan David et peut-être en défense centrale Bijol, qui est aussi un peu les noms déjà évoqués. Est-ce que toi, dans cette politique un peu aussi doctrine, de recruter des joueurs en tout cas de moins de 27 ans, des joueurs qui ont quand même aussi un certain potentiel à développer, surtout qu'ils seront accompagnés avec des joueurs plus âgés très certainement, puisque avec Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Taremi s'il reste, on aura des joueurs déjà plus âgés derrière. Avec un De Vrij s'il reste, on aura un joueur plus âgé derrière. Est-ce que tu as des profils de joueurs, des noms de joueurs qui pourraient fitter dans cette politique et des joueurs aussi quand même de qualité que tu aimerais bien voir à l'Inter à ce poste donc de libéraux et d'attaquants? Le grand regret, c'est d'avoir raté Buongiorno l'été dernier, puisque je pense que tu mettais, voilà, tu étais tranquille avec la défense, Pavard ou Bissek, Buongiorno, Bastoni, tu étais tranquille pour 3-4 ans, voilà, c'était réglé. L'Inter n'avait pas la puissance financière pour deux motifs, parce qu'elle avait déjà mis 15 millions d'euros sur le gardien remplaçant, ce qui, pour moi, enfin voilà, là-dessus, là aussi, on va le voir sûrement ce jeudi, Josep Martinez faire son premier match au milieu de l'Inter, son premier match officiel. C'est vrai que se jeter et mettre une telle somme pour un gardien qui est pour le moment un gardien remplaçant, et je sais pas, il a fait une saison de Serie A plutôt bonne, mais enfin voilà, j'espère que. Après, moi, je fais confiance aux dirigeants, à Marotta, aux Zilio et Simone Inzaghi, s'ils l'ont choisi, c'est qu'ils voient quelque chose en lui. Mais j'ai trouvé ça prématuré, surtout pour un club qui n'avait pas d'argent. Ces 15 millions-là, plus 7 millions de Palacios. Alors, 22 millions d'euros, tu n'avais pas Buongiorno, mais je pense qu'avec un petit effort supplémentaire, tu pouvais peut-être aller sur lui, s'il était à peu près à 30 millions. Et c'est un vrai regret. Maintenant, je ne sais pas, moi, Yen me plaît beaucoup à l'Atalanta, mais on sait qu'Atalanta, ça coûte très, très cher et que quand tu sors le joueur du contexte Atalanta, tu ne sais jamais trop à quoi t'attendre. On le voit encore avec Kopp Miners à la Juventus, il a eu certes des problèmes physiques, mais qui, en ce début de saison. On se suffira, on se suffira de Gagliardini. On a assez acheté chez eux. Oui, bah après, Bastoni vient de chez eux aussi, donc bon, Ah, c'est il vrai. était jeune. C'est contre-exemple. Voilà, il était jeune, donc il n'était pas encore façonné, on va dire, suffisamment par Gasperini. Mais, non, mais c'est vrai que c'est toujours l'inconnu quand tu prends l'Atalanta, tu ne sais jamais. C'est vrai que Yen, c'est le profil, en tout cas, de défenseur qu'il faudrait, parce que il est dur sur l'homme, et avec des défenseurs comme Bastoni, Bissek ou Pavard, il faut un défenseur qui soit bon au marquage, qui sache prendre les attaquants puissants, comme sont les Lukaku, pour prendre un exemple. Mais voilà, il faut aussi, parce qu'en Serie A, tu as aussi des attaquants comme ça, ou en Retegui qui a bien traîné à la surface. Et il faut donc le défenseur un petit peu plus à l'ancienne dans le profil qui sache le tenir. Donc voilà. Une sorte de mini Bremer, on va dire. Oui, voilà. Ben, Bremer aussi, c'est un regret, effectivement. C'est vrai que l'Inter, sur les 3 dernières années, a raté Bremer pour manque d'argent, parce que Skriniar, on s'en rappelle, voilà, l'histoire avec le Paris Saint-Germain. Puis, Buongiorno cet été, c'est 2 gros regrets, puisque c'était 2 défenseurs qui étaient parfaits, qui connaissaient la Serie A, et qui étaient encore à des coups, même si Bremer, au final, la Juve, elle a payé cher. Mais c'était 2 joueurs qui peut-être étaient possibles de récupérer à des prix, on va dire, abordables vu la qualité des joueurs. Donc après, on verra. C'est vrai que je n'ai pas de nom comme ça, mais ce sera très important puisque les deux, que ce soit Cherby ou De Vrij, on verra lequel restera. Mais on sait que de toute façon, ce sont 2 joueurs qui ont tendance à avoir des petits problèmes physiques. De Vrij, on va croiser les doigts pour le moment, ça tient. Mais on sait que ces dernières saisons, il y a aussi beaucoup de petits problèmes. Même si c'est lui qui reste, ce n'est pas le genre de joueur qui peut t'assurer 45 matchs dans la saison. Donc il faudra investir et sur le côté des attaquants, est-ce que tu as des pistes peut-être un peu plus maison, un peu plus Esposito-esque, ou est-ce que tu as d'autres noms peut-être cherchés en dehors de l'Inter, comme on a dit, hors la piste Jonathan David? Est-ce qu'il y a un profil justement qui te plairait à faire venir comme à ce poste de quatrième, troisième attaquant peut-être bis, selon ce que fera Taremi? Oui, ben, c'est sûr que Taremi, ce sera une vraie inconnue, puisque, bon, encore une fois, il est là depuis 4 mois, donc on ne va pas le condamner. Il est pour l'instant timide, mais peut-être qu'il a juste besoin de se débloquer, que ça va partir, et qu'il redeviendra le buteur qu'on avait vu à Porto. On verra. C'est vrai que ce sera important, puisque si Taremi ne convainc pas, est-ce que le choix, ce sera de le libérer, sachant que comme il est arrivé en fin de contrat, il n'y a pas de moins-value à craindre. Donc, même s'il trouve une porte de sortie à 2 ou 3 millions d'euros, ben voilà, le laisser partir et du coup aller sur un autre attaquant, on verra.
Sur les Esposito, il y a Sebastiano Esposito, c'est vrai qu'il fait de belles choses à Empoli. C'est pas, enfin, on l'a connu, il avait à peine même pas 17 ans, ses premières minutes sous Spalletti, donc ça fait longtemps qu'on le connaît, Sebastiano Esposito. Il a beaucoup galéré dans les prêts, un petit peu comme Di Marco, comme on en parlait avant. Il a fait un parcours en Suisse, en Italie, en Série B. Il a eu du mal. Après, Empoli a une option d'achat à 5 millions d'euros. Alors c'est peu, même si dans l'histoire d'Empoli c'est beaucoup, 5 millions d'euros, mais c'est peu pour un attaquant jeune. Donc, moi, j'imagine qu'Empoli va l'acheter, quitte à le revendre, mais je pense que quand Sébastien Esposito, s'il continue dans cette saison-là, vaudra plus que 5 millions d'euros en fin de saison. Donc, après, il y a Pio Esposito qui, à l'Spezia, fait très bien. Est-ce que le faire revenir en quatrième attaquant pour une saison, le faire travailler avec Thuram, avec Lautaro, avec Taremi, avec des joueurs comme ça, peut le faire grandir, sachant que c'est un vrai numéro 9. Sébastien Esposito, c'est un joueur qui est plutôt dans la technique, dans la vitesse, qui fuit, qui décroche. Puis Esposito, c'est le vrai 9. Un petit peu plus dans la surface, physique. Donc, à voir. Moi, j'aimerais bien, effectivement, qu'un jeune ait sa chance en quatrième attaquant. Après, moi, je ne pense pas qu'il viendra en quatrième attaquant. En troisième, j'ai du mal à l'imaginer, mais il y a un attaquant qui va commencer à valoir très, très cher. Mais Castro à Bologne, c'est voilà, pour moi, c'est très, très, très fort, surtout dans le jeu. C'est un attaquant complet qui, pour l'instant, ne marque pas encore beaucoup, mais je pense qu'il progressera là-dessus. Mais dans le reste, il a déjà beaucoup, beaucoup de qualité. Il est encore très jeune. Donc, c'est vrai que voilà, s'il y avait un petit peu d'argent à mettre sur l'attaquant, j'irais sur ce profil-là. C'est vrai que Esposito, ce profil de neuf très racé entre guillemets peut faire pas mal de bien sur ça. Après, c'est vrai que sur les noms d'attaquants, globalement, même je me faisais un peu la réflexion avant le podcast. J'en ai quelques-uns que j'apprécie, mais qui sont évidemment hors champ Inter. Euh, un attaquant que j'aimerais bien voir, bon, lui, il viendra jamais en quatrième, lui-même, je pense, en troisième, parce qu'il est quand même sur une trajectoire ascendante, mais son profil très particulier, j'aurais bien aimé l'avoir à l'Inter, c'est John Duran d'Aston Villa, où un peu ce côté un peu foufou dans sa tête qui déclenche des frappes aux 30 mètres pour un numéro 9, très mobile d'ailleurs, très puissant, qui peut aussi attaquer la profondeur. J'aurais bien aimé voir cette association, notamment avec Lautaro, mais c'est vrai que pour le moment, évidemment, il est à Aston Villa, donc il est insortable. Et c'est vrai que sur la liste des libéraux, quand tu enlèves Buongiorno, après il y a deux, trois noms, notamment je pense à Antoine qui nous fait sa propagande, Kevin Danso depuis maintenant plusieurs mois, depuis plusieurs années même. Mais voilà, au-delà des noms qu'on a peut-être vus dans la presse, Cédric, on va voir ce que Marotta pourrait nous sortir à ce poste-là. Mais c'est vrai que des centraux libéraux qui ont un profil très dur sur l'homme, qui ont quand même plusieurs années de haut niveau dans des belles équipes derrière eux et qui coûteraient quand même moins de 40-30 millions d'euros si possible. C'est vrai que Cédric, quand même, le mercato de l'Inter pour cet été, alors on peut voir, parce que si tu fais David, techniquement, c'est un peu du game changer en termes de mercato, parce que tu pourras passer, entre guillemets, la vitesse supérieure. Mais c'est peut-être pas un mercato, entre guillemets, facile qui peut attendre l'Inter, parce que certes, il y a peu de postes à renforcer, quoique il y a quand même le poste aussi peut-être de sentinelle de Çalhanoğlu auquel il faudra penser, mais il faudra agir peu, Cédric, sur le mercato qui va arriver cet été en 2025, parce que je pense pas qu'en hiver, il va se passer quelque chose. Mais il faudra agir bien. Ah, c'est sûr, il faudra agir bien. Et puis, il y a aussi certains remplaçants. Aslani, à un moment donné, souvent tu parles de Çalhanoğlu, oui, on ne sait jamais s'il y a une offre. Il pourrait être intéressé à vivre une autre expérience et l'Inter faire une belle plus-value, même si ce soit d'un point de vue technique, très, très un gros coup dur pour Simone Inzaghi de perdre Çalhanoğlu, mais pour l'Inter, financièrement, ça peut être intéressant vu son âge, vu son contrat. Un petit peu comme ce qui s'est passé avec Brozovic, en fait, ce sera un petit peu la même trajectoire. Donc à voir, mais Aslani, pour le moment, déçoit très clairement. Donc pour l'instant, moi, j'imagine pas titulaire à l'Inter, donc est remplaçant. Je ne le vois pas progresser, donc ça va être une vraie question. Fratesi, c'est un peu la même chose, que Fratesi a été acheté cher à la boutique Sassuolo. On le sait que ça coûte cher, un petit peu comme l'Atalanta. Et pour l'instant, oui, il a mis des buts importants. Par contre, c'est un joueur qui, pour le moment, à l'Inter, sous Simone Inzaghi, est un peu voué à être remplaçant, puisque
On l'a encore vu ce lundi soir, lorsque Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, d'ailleurs le but de Barella, c'est les trois qui combinent ensemble. Quand les trois, enfin, c'est l'âme, c'est le moteur, c'est l'ADN, c'est ce que vous voulez de cette équipe. Et Fratesi, lorsqu'il joue, c'est un joueur qui a un profil différent, donc c'est intéressant. Mais titulaire, voilà, il peut changer le match par ses entrées sur 20 minutes, mais il peut pas commencer les matchs importants. On l'a vu là, à l'automne, où c'est parfois arrivé soit titulaire, soit en rentrant, et il n'est pas au niveau. Donc, en tout cas, il n'est pas au niveau du jeu de l'Inter et de Simone Inzaghi. Donc, c'est une vraie question lui aussi, puisqu'à un moment donné, il faut falloir quand même qu'il joue, qu'il soit titulaire et qu'il progresse. Donc, ces questions-là vont aussi se poser. Et Fratesi a coûté cher. Donc, il va falloir aussi qu'un club vienne avec une vraie belle somme pour ne pas faire de moins-value. Donc, il y a ces cas-là qui vont aussi être. Il y a la Nationale aussi, Cédric, parce que c'est compliqué de le mettre sur le banc quand tu vois les performances. Alors certes, la Nationale, c'est pas l'Inter, mais quand on voit ses performances avec la Nationale, c'est encore, enfin, c'est pas plus compliqué parce qu'avec l'Inter, c'est pas aussi toujours les mêmes performances, mais à chaque trêve internationale, c'est but ou pas décisif, si ce n'est les deux. Donc c'est vrai qu'ensuite, quand il revient en club et lui dire, même si c'est logique de lui dire d'aller s'asseoir sur le banc quand tu vois que les trois titulaires plus Zilinski à côté de lui, mais c'est vrai qu'il y a un delta de niveau technique entre les quatre et lui où je pense qu'il faut encore qu'il travaille sur cet aspect avec Simone Inzaghi. Je pense que quand techniquement il sera rodé et plus au fait du jeu en une touche et du jeu plus senti aussi, et que il n'utilise pas que entre guillemets son aspect d'endurance, de physique et de répétition de course, je pense qu'on peut franchement avoir un vrai milieu. Et Fratesi, moi je crois vraiment en lui pour avoir cette croissance et ce développement. Je pense qu'en tout cas, il est avec le coach presque idéal pour progresser dans son aspect avec ballon, dans ce qui peut se faire, en tout cas au niveau italien et même au niveau européen. Je pense qu'il a le meilleur coach pour progresser. C'est sûr qu'il a le meilleur coach pour progresser sur ses points faibles, parce que son point faible, c'est le jeu avec ballon, c'est le jeu défensif, puisque c'est entrées en jeu, alors encore une fois, il ne faut pas non plus lui mettre plus de poids et de responsabilité qu'il n'en mérite, puisque ce n'est pas non plus le leader de l'équipe. Lorsque tu rentres dans des matchs de haut niveau, c'est compliqué, mais ses entrées contre l'AC Milan et la Juve cette saison à San Siro étaient cataclysmiques. Du point de vue défensif, on a beaucoup tapé sur Dumfries et sur Bissek pour les deux buts de Yildiz, mais c'est sa zone aussi, et il était 30 mètres trop, donc c'est un vrai problème aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut qu'il continue à progresser, mais à un degré moindre, parce qu'Aslani est plus en retard selon moi sur ce qu'il apporte, et Fratesi aussi pour le moment. Il a mis des buts très importants l'an dernier. Il a eu un poids dans le Scudetto, parce que voilà, les buts contre Vérone, contre l'Udinese, ça a été des tournants dans la saison pour avoir le titre, puis pour l'avoir aussitôt. Mais oui, ce sera à voir. Ce sera à voir si Zieliński aussi s'impose, que si Zieliński devient un vrai titulaire ajouté. Là, ce lundi, il est rentré. On ne va pas faire d'enseignement sur une entrée, un changement à 5-0. Mais c'est Zieliński qui est rentré pour remplacer Barella et pas Fratesi. Donc voilà, à voir si Zieliński commence à rentrer et devenir le remplaçant et de l'un et de l'autre, et de Barella et de Mkhitaryan. Ça peut devenir compliqué pour Fratesi, donc à voir. Cédric, un petit mot sur le mercato d'hiver. Est-ce que tu penses qu'il va se passer quelque chose potentiellement, ou alors ça sera calme plat du côté en tout cas des entrées, des arrivées? À moins qu'Acerbi donne qu'il y ait une mauvaise nouvelle et donne vraiment des indices négatifs par rapport à ça. A priori, c'est une rechute là, donc ils espèrent le récupérer sur le banc contre Comme ou contre Cagliari, donc avant la Super Coupe. Mais Devra, il joue tous les matchs. J'ai même peur qu'il joue ce jeudi, j'espère pas, en Coupe d'Italie. Mais c'est vrai que défensivement, là, il y a une vraie interrogation. Parce que si Palacios n'est pas au niveau, peut-être prêter Palacios et se faire prêter un joueur pour faire le tampon en quelque sorte sur 6 mois. Puis après, il y a devant, je ne veux pas me créer d'illusions, mais il y a des rumeurs d'un Arnautovic au Torino. Ben voilà, on ne sait jamais. Dans ce cas-là, là aussi, est-ce qu'on part juste avec 4 attaquants pour finir la saison avec Correa, ou est-ce qu'on anticipe une arrivée? Est-ce que, à voir, ce qui pourrait être imaginé? Mais voilà, mais je ne pense pas qu'il y ait effectivement de chamboulement. Pour moi, ce serait un défenseur si vraiment Acerbi montre qu'il risque d'avoir des problèmes à long terme. Mais sinon, je pense que l'Inter restera comme ça.
sachant que ce sera une saison très longue, puisqu'on parle des joueurs en fin de contrat au 30 juin. Il faut rappeler que l'Inter a une saison qui se terminera peut-être le 13 juillet. Donc, il y a le mondial des clubs, et c'est vrai que pour des joueurs, justement, pour un De Vrij, ça peut être une question à un moment donné. Parce que si tu comptes sur lui pour faire est-ce que tu as le droit de le prolonger 2 semaines? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont rentrer en compte aussi pour cette compétition inédite qui a peut-être aussi engendré les prolongations d'Acerbi et de Darmian assez tôt pour être sûr de les avoir pour cette compétition-là et sans prendre le risque de les voir partir ailleurs, même si c'est peu probable, mais voilà, de les avoir sûrs. Donc là aussi, on verra ce qui se passera. Eh ben, on a été vraiment complet sur ce podcast. Merci Cédric d'être venu. Avec plaisir, merci à toi, Karim. Prochain podcast prévu sur Canal Inter, est-ce que tu en as déjà idée ou pas encore? Oui, on devra en faire un vendredi. On va faire, justement, on va peut-être parler un petit peu de mercato pour commencer à en parler, et puis peut-être aussi par rapport à la Coupe d'Italie, puisqu'il y a ce match, certes, qui ne va pas intéresser peut-être, mais on espère voir Palacios, on espère voir Buchanan, on espère voir Taremi, on espère voir Joseph Martinez. Eh bien, écoute, on va terminer ce podcast sur ça. Merci pour les éditeurs de nous avoir écoutés. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao à tous!